sommes mercredi 21 juin 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous regardez Africa Today Télévision et bienvenue dans ce journal. La République de Guinée s'engage dans la promotion de ses potentialités piscicoles. Une étude a démarré dans ce sens et elle porte sur les axes stratégiques d'intervention pour le développement de la pisciculture dans les 4 régions naturelles du pays. À l'effet, un atelier a été initié ce mercredi à Conakry et il regroupe l'ensemble des acteurs et partenaires du secteur. Aïssata Fofana. Il aura fallu 20 mois à l'assistant technique de la Direction nationale de la pisciculture pour établir un diagnostic sur les potentialités que recèle la Guinée dans le domaine piscicole. Cette démarche vise à informer les partenaires et investisseurs sur les stratégies que la direction de tutelle compte mettre en place pour le développement de cette activité en Guinée. C'est un document de référence et pour la DMP et pour les bailleurs de fonds, pour que s'ils veulent concevoir des activités en pisciculture, qu'ils s'alignent sur cette stratégie. L'étude déjà entamée couvrira l'ensemble des 4 régions naturelles et d'après Joris Coleman, chacune de ces régions possède un atout pour la pisciculture. Il y a la Guinée forestière avec ses bas-fonds qui est très intéressant pour la pisciculture en étang. La Haute-Guinée, on a les mares où on peut aussi faire des activités de pisciculture. La moyenne Guinée, on a des moyennes et petites retenues qui peuvent être exploitées aussi en pisciculture. Et après, on a la basse Guinée avec ses grandes retenues hydroélectriques et aussi avec les mangroves. Un potentiel aussi évoqué par le ministre de la Pêche et de l'Aquaculture qui, lui, parle des perspectives que cette activité de pisciculture offrira au pays. C'est un atout pour notre pays parce que nous avons 1000 cours d'eau en Guinée. Si nous arrivons à développer la pisciculture, le problème de la pêche maritime va être en second plan. Selon le diagnostic effectué, un plan d'exploitation et de gestion durable est à élaborer et à mettre en œuvre en concertation avec les communes concernées. La Direction nationale des impôts, plus que jamais décidée à en finir avec les mauvaises habitudes dans ces secteurs. Pour y arriver, un atelier de renforcement des capacités des cadres a été initié ce mercredi. À terme, la rencontre devra permettre d'abord la production d'un manuel de contrôle interne, mais aussi améliorer l'efficacité des actions administratives. Alcélie Diallo. Ils sont près de 150 cadres de la Direction nationale des impôts à prendre part à cette rencontre, deuxième du genre en Guinée. Cette réunion sera une occasion pour ces experts en recettes fiscales de mettre en place une fiche de poste qui définira le travail de chaque cadre, mais aussi un manuel de procédure qui leur permettra d'être plus compris dans l'exercice de leurs fonctions. Une administration comme les impôts qui constitue l'épicentre de mobilisation accrue de recettes, nous devrons savoir quel doit être notre rôle dans ce système économique et quel rôle chaque agent doit jouer pour permettre aux contribuables de nous faire confiance, mais aussi d'établir un partenariat fécond entre nous. C'est pourquoi on a sollicité l'apport et la contribution de l'Union européenne pour venir nous assister en termes de formation au préalable, mais aussi identification des besoins, des problèmes de postes et le fonctionnement des tâches et mettre en place un modèle de procédure qui va être la boussole et qui va être vraiment l'élément qui permettra à chaque agent et au directeur de s'orienter dans les prises de décision. Un environnement interne favorable à la maîtrise des risques, leur évaluation, la maîtrise de l'information et de la communication, ainsi que le pilotage du contrôle interne sont entre autres composantes du manuel de contrôle qui sera produit par les participants. Pour l'experte française Martine Huet, la Direction nationale des impôts est l'un des poumons économiques de la Guinée. Cette formation est donc une aubaine pour ce service étatique. La DNI est une grosse machine, un gros chantier qui fonctionne traditionnellement avec des méthodes dont on peut dire qu'aujourd'hui elles sont pas suffisamment efficaces. Donc on va mettre tout simplement de l'ordre et de la méthode à travers des procédures plus efficaces basées sur les risques. C'est-à-dire qu'on considère qu'aujourd'hui on ne prend pas suffisamment les risques en interne
pas seulement risque en externe, c'est-à-dire voir en interne si nos méthodes ne sont pas elles-mêmes porteurs de risques et nuisent à l'efficacité de nos recettes fiscales indispensables au fonctionnement du pays. La Direction nationale des impôts est le principal pourvoyeur des ressources de l'État, selon la chef de cabinet du ministère du Budget. Outiller donc les travailleurs du système fiscal est une façon pour l'État de mobiliser plus de ressources afin de faire face aux priorités d'investissement. Lorsqu'on accepte de gérer, on doit accepter d'être contrôlé. Et pour ma part, quand on s'autocontrôle, c'est-à-dire le contrôle à l'interne, est le plus important, puisqu'il permet de déceler soi-même ses faiblesses, ses problèmes, et de trouver des solutions avant que des contrôleurs extérieurs n'arrivent. Donc, je pense que ce séminaire arrive à point nommé et je voudrais que vous vous inscriviez dans votre dynamique habituelle pour bien suivre les enseignements que vous allez recevoir, pour être proactif, être vous-même acteur de la solution de vos préoccupations. Ce manuel produit devra être mis à la disposition du directeur et des agents pour leur permettre d'assurer la traçabilité, la sécurité des travaux et l'efficacité des actions. Le ministère de l'Industrie, des petites et moyennes entreprises et la promotion du secteur privé à travers l'Institut guinéen de la normalisation et de métrologie lance le prix guinéen de la qualité. La démarche vise à booster la concurrence et inciter les acteurs économiques à l'esprit de qualité. Omar Sow. L'appropriation et la vulgarisation de la culture de qualité par les entreprises et industries de la Guinée relève d'une responsabilité essentielle du secteur privé pour son propre développement. Selon le directeur général de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie, le prix national de la qualité permet ainsi de célébrer l'excellence et promouvoir davantage la culture qualité dans tous les secteurs socio-économiques du pays. Le prix est une activité promotionnelle qui vise à consolider notre infrastructure qualité et récompenser nos organismes dans leurs efforts à la démarche qualité et rehausser l'image de notre marque de notre pays. Pour le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel en Guinée, cette journée constitue une étape importante vers la mobilisation nécessaire de tous pour que règne la culture qualité dans le pays, notamment dans les entreprises et industries en besoin criard de compétitivité, y compris sur le marché local. Je souhaite ardemment que ce prix soit une source d'émulation, marquée par le sceau de la transparence, de la rigueur et de l'excellence. Au système qualité de l'Afrique de l'Ouest, l'Union européenne apporte son soutien financier. Par ce geste, elle entend encourager les efforts de la CEDEAO dans cette démarche. L'appui de l'Union européenne au programme Système Qualité en Afrique de l'Ouest s'inscrit dans cette démarche en mettant à disposition, comme vous le savez déjà, un montant à hauteur de 12 millions d'euros afin de contribuer à la mise en œuvre de cette grande action d'envergure par l'ONUDI. Selon la représentante de la CEDEAO, la politique qualité de son organisation est le reflet des besoins impératifs de croissance et de développement des États membres. La mise en œuvre de la politique qualité contribue à concrétiser le processus d'intégration et à lui donner une signification réelle pour les citoyens, particulièrement en boostant le commerce intra-régional et en améliorant le bien-être des consommateurs. Le secrétaire général du ministère de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé, lui, est largement revenu sur l'importance du prix national de la qualité. Il consiste notamment à améliorer l'image des pays et des produits fabriqués dans ces pays, à promouvoir la culture de la qualité au niveau du tissu économique, à inciter un grand nombre d'organismes nationaux à la démarche qualité et, si possible, à l'obtention de la certification. Certes, le gouvernement a doté l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie d'infrastructures nouvelles. Le département serait gré de recevoir des partenaires, des appuis techniques et financiers pour l'équipement du laboratoire.
Éducation dans ce journal avec la fin ce mercredi de l'examen d'entrée en 7e année. Durant 4 heures, je vais dire, ces derniers jours, les candidats ont planché sur les épreuves de calcul et d'histoire. Au son de cloche finale, notre reporter Saloum Kondé a recueilli quelques réactions. Suivez son reportage. Sur les visages, ce mercredi, on pouvait lire stress et enthousiasme chez les élèves sortant des dernières épreuves à l'école primaire d'Ixine Centre 1. Hassan Obesh, 11 ans, vêtu en kaki, est lui aussi candidat à cet examen de fin d'études élémentaires. Devant le bâtiment principal de son centre, il est encore plein d'énergie. En calcul, c'était comment? C'était facile encore, mais oui, c'était trop facile. Et en histoire? Histoire, c'était génial. Mais j'avais fait des fautes d'autographe et j'avais eu beaucoup de problèmes. Mais après, j'avais bien fait. Certes joyeux aujourd'hui, mais pour beaucoup, le premier jour de l'examen aura été difficile pour certains candidats. Le lundi, j'avais trop peur parce qu'il disait qu'il déchirait les feuilles et si l'écriture n'était pas lisible. Mais le deuxième jour, ça a été trop facile, mais il y avait un peu de choses qu'on n'avait pas vues. En calcul et en histoire, c'était très bien, on a tout vu. Moi, j'ai tout vu. J'étais bien peur. Mais aujourd'hui? Je n'ai rien peur aujourd'hui. Autre facteur non négligeable, ce sont les cas d'absence non justifiés que les encadreurs ont enregistrés tout au long de cet examen. Dans mon centre, sur les 353 candidats, il n'y a eu que 8 absents, dont 5 filles. Les causes n'ont pas été révélées dans la mesure où les 8 écoles qui sont là, les différents directeurs ne nous ont pas apporté quelles que soient les preuves. Dans les 2 centres que nous avons sillonnés après les épreuves, le service médical nous a laissé entendre que les plaintes ont été seulement enregistrées la dernière journée des épreuves. La chasse aux taximotards devient une activité génératrice aujourd'hui de revenus pour des policiers, surtout dans la commune de Kaloum. Ils arrachent les clés au premier coup de frein, ils pourchassent les conducteurs. Nos policiers font tout cela sans le moindre gêne. Officiers de la police routière, agents de la compagnie mobile d'intervention et de la sécurité CMS, chacun en fait aujourd'hui son jeu favori. Conséquence, des accidents de la circulation qui font parfois des blessés, comme vous pouvez d'ailleurs le constater dans ce reportage de Saalou Yamounon. Depuis l'interdiction des mototaxis dans la commune de Kaloum, policiers et conducteurs de ces engins roulants se livrent de plus en plus à un jeu de cache-cache. Ils sont peu les conducteurs de motos qui osent désormais emprunter les carrefours du centre-ville, devenus des nids pour certains agents de la police routière et ceux de la CMIS. À force de pourchasser tout conducteur de taxi-moto, une confusion s'installe. Les policiers n'arrivent plus à faire la différence entre les mototaxis et celles à usage personnel. C'est le jeune frère de mon mari. C'est pas un mototaxi. Et dans cette chasse aux mototaxis, les conducteurs sont paniqués et tentent de fuir des agents qui ne veulent rater leur cible. Les policiers, au dire de certains citoyens qui s'estiment victimes, se livrent à des comportements peu orthodoxes, entraînant parfois des accidents de la circulation, causant des blessés. Je voulais tourner seulement, ils sont venus, ils ont garé devant moi. Je les ai dit de dévier, ils sont venus encore directement sur moi. Donc celle-là, elle n'était pas bien assise, elle est tombée. Et puis encore, ils sont venus directement sur moi, ils voulaient même prendre la clé de ma moto. Les mises en cause ne manquent également de mots pour se défendre. Nous savons tout ce que nous sommes en train de faire. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de la réalité. Un policier, un motard, si le policier dit arrête, vous arrêtez. Vous donnez des explications. Tout ce que nous prenons, c'est des mototaxis. On vient, on veut vérifier, vous arrêtez, on vous vérifie. Si vous n'êtes pas mototaxi, on vous laisse. Quoi qu'il en soit, force est de reconnaître que si bon nombre de conducteurs de moto ne sont pas dans les normes et refusent de s'arrêter quand ils sont interpellés, ils sont également nombreux des agents de la police routière à faire de la raquette leur quotidien. Récemment, des images diffusées sur les réseaux sociaux laissaient voir 2 policiers qui se battaient à Lambani à cause de 50 000 francs guinéens retirés des mains d'un conducteur de mototaxi. En face de la cité chemin de fer à Kaloum, ce sont des agents de la CMIS qui se chargent désormais du contrôle des papiers. Cela est-il de leur ressort? Des gendarmes participent parfois à cette rançon. Par la religion, les fidèles musulmans du monde célèbrent ce mercredi Laylatul Qadr ou la nuit du destin.
Cette nuit recherchée par les fidèles selon les saintes écritures équivaut à 80 ans d'adoration d'Allah et tous les bienfaits. En Guinée, les fidèles observent aussi cette nuit aux bénéfices multiples. Parlant des bénéfices, qu'en sont-ils vraiment? Élément de réponse avec Moussa Sefa Kamara. Laylatul Qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalu al-mala'ikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. C'est une nuit, de par sa description, est la plus recherchée par la communauté musulmane pendant le mois saint de Ramadan à travers le monde. Cependant, la nuit du destin, telle que rapportée par la sourate qui porte son nom dans le Coran, serait cachée dans les 10 dernières nuits du mois. Une période ponctuée d'intense adoration à la recherche de la miséricorde pour que jaillissent les bénédictions de Dieu sur les croyants. Parlant des mérites de cette nuit, l'imam de la mosquée de Sandravalia explique. La nuit du destin, seule nuit capable de t'enlever sur la liste des pauvres et t'inscrire sur celle des riches. Beaucoup de faveurs divines sont accordées aux fidèles musulmans au cours de cette nuit du destin. Bien que cette nuit soit circonscrite par certains, la 26e nuit, beaucoup se plient à suivre ce rituel du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Les récompenses sont immenses pour ceux ou celles qui auront cette nuit du destin. Parce que c'est la nuit pendant laquelle tu peux avoir adoré ton Seigneur de la manière la plus belle pendant plus de 80 ans, avec une valeur de plus de 80 ans à la fois. C'est-à-dire que quand on a la chance de faire même 2 rakats, de très bien faire 2 rakats, dans la nuit de l'air de cadre qu'on n'arrive pas à maîtriser le moment exact, c'est comme si tu as eu 80 ans et quelques mois d'adoration correcte de bon Dieu. Selon Bambassigui Kamara, tous musulmans doivent s'abstenir de faire des commentaires subversifs autour du jour de la fête du mois de Ramadan, un acte hautement sanctionné par Dieu. Si vous vous permettez de raconter n'importe quoi pour frustrer les gens, parce que si vous rapportez les choses qui ne sont pas vraies et que c'est pas la fête, vous aurez obligé des musulmans à faire des dépenses qui n'étaient pas nécessaires à faire à ce moment-là, ou bien qu'il a mis en sa tête d'avoir une joie, le lendemain il n'a pas eu ça. Tu vas pécher et c'est pas normal. C'est pas normal, c'est très mauvais. Ça, il faut éviter ça. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a consacré plus de rituels que d'attitudes pendant les 10 derniers jours de Ramadan. Pour avoir les récompenses de cette nuit, le fidèle musulman doit valoriser ces 10 dernières nuits et plus particulièrement dans la nuit du 26e au 27e jour du mois de Ramadan. Sport. Le Orea Athletic Club a battu hier à Conakry le CF Mounana du Gabon au compte de la 4e journée de la Coupe de la Confédération africaine de football. Le HAC vient en tête donc du groupe D avec 8 points devant le TP Mazembe. 1-0, c'est le score final au stade du 28 septembre et c'est l'attaquant Sekou Amadou Kamara qui a libéré les siens à la 81e minute dans la reprise d'un ballon qui traînait dans la surface adverse. Victorieux certes, mais le coach des Rouges et Blancs de Matam reconnaît tout de même les peines de ses poulains à la première période. On écoute Victor Zouanga. Je pense qu'en première mi-temps, ils nous ont bien bloqués, on a eu du mal. Je vous dis du mal dans les 30 derniers mètres, parce que là on manquait de percussion, on ne changeait pas de vitesse dans les provocations. Donc on les mettait pas en difficulté. Par contre, en deuxième mi-temps, ça a été super parce que bon, les 4 attaquants ont eu plein d'occasions. Et bon, c'est vrai que c'est encore une fois, c'est toujours le plus difficile, je leur avais dit avant le match. Hein. La dernière passe ou le geste devant le but, c'est celle qui est toujours le plus difficile. Hein. C'est pas d'aujourd'hui, c'est quand on regarde dans tous les championnats dans le monde entier, les buteurs sont là, mais s'approcher des buts adverses, ça réussit pas toujours. Bon, ça réussit en championnat. En CAF, c'est un peu plus difficile, mais ce soir, je suis très content de mes joueurs parce qu'ils m'ont fait plaisir sur la deuxième mi-temps. Déçu, lui, pour la défaite de son équipe, l'entraîneur de FC Mounana
Kevin Ibinga évoque plutôt la jeunesse de ces joueurs qui n'ont pu être à la hauteur du match. On l'écoute au micro de Moussa Sefa Kamara. Non, mais juste déçu par le résultat et voilà, satisfait par le contenu du match, même si c'est vrai qu'on a souffert en deuxième mi-temps. Moi, je pense que, comme je répète toujours, c'est des jeunes joueurs qui montrent qu'ils ont des qualités et je pense que d'ici 2-3 ans, on fera mieux. Je pense que ce qui nous a manqué, c'est un peu plus d'efficacité. Et l'efficacité, c'est pas le propre du CF Mounana. Je pense que c'est un peu dans nos mœurs. Je pense qu'à part aujourd'hui Pierre-Emerick Aubameyang, qui est notre meilleur joueur et qui est capable de marquer beaucoup de buts, ben après lui, je pense qu'on n'a pas de joueur pour pouvoir marquer des buts. Et c'est le gros problème. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU demande l'ouverture d'une enquête internationale en RDC. Il accuse les autorités congolaises d'armer les milices pour combattre les rébellions locales, mais aussi de mener des attaques contre les civils dans le Kasaï au centre du pays. Suivez. Les actes dénoncés ce mardi au Conseil des droits de l'homme sont d'une atrocité sans nom. Les bébés que mon équipe a vus ont été tués par 2 balles seulement 4 heures après leur naissance. La mère aussi a été blessée. Au moins 2 femmes enceintes ont été éventrées et leurs fœtus mutilés. Ce n'est pas la première fois que l'ONU accuse le gouvernement congolais de telles horreurs. Cette fois, l'organisation détient des témoignages et des documents glanés sur le terrain. Selon elle, les autorités congolaises auraient créé et armé la milice Banamura, milice qui lutte contre la rébellion des Kamwina Nsapu. Mais les civils sont aussi devenus leur cible. Des réfugiés venant des villages du territoire de Kamonia ont indiqué que la milice Banamura avait, ces 2 derniers mois, tué, frappé, brûlé vif et mutilé des centaines de villageois et également détruit des villages entiers. Des tueries en masse, des exécutions sommaires, des viols. Les violences dans le Kasaï auraient fait entre 3 et 4 000 morts ces 8 derniers mois. L'ONU a comptabilisé plus de 40 fosses communes remplies de cadavres. Depuis des mois, l'ONU accuse les 2 camps, gouvernement et rébellion des Kamwina Nsapu, de commettre des atrocités dans le Kasaï. Le haut commissaire des droits de l'homme a demandé l'ouverture d'une enquête internationale. Kinshasa s'y est d'ores et déjà fermement opposé. En France, ce n'est pas un remaniement technique comme annoncé, mais un remaniement politique et en profondeur excite donc. François Bayrou, le président du parti centriste Modem, n'est plus ministre de la Justice. Son bras droit, Marielle Descharny, quitte aussi le gouvernement français, tout comme Sylvie Goulard, on en parlait d'ailleurs hier. Tous n'ont pas survécu à l'affaire des emplois fictifs présumés d'assistance européenne. Regardez. C'est un remaniement qui redessine les alliances politiques pour Emmanuel Macron. François Bayrou, c'était l'allié clé de la campagne présidentielle. Le ministre de la Justice portait le projet de loi de la moralisation de la vie politique. Mais les soupçons d'emploi fictif qui visent le Modem sont devenus gênants. Premier couac du quinquennat, le leader du Modem n'a pas attendu l'annonce du Premier ministre pour officialiser son départ, mais refuse de parler de démission. Je choisis la liberté de jugement et la liberté de parole. Je choisis de préserver la loi de moralisation et de confiance dans la démocratie. Je choisis de ne pas exposer à des campagnes mensongères le gouvernement et le président de la République que je soutiens. Avec lui, les 2 autres ministres du Modem quittent aussi le gouvernement. Si ce n'est pas suffisant pour déstabiliser la majorité présidentielle à l'Assemblée, un jeu d'alliance subtil doit être joué pour former le nouveau gouvernement. Et les marcheurs ont déjà trouvé de nouveaux alliés en se tournant vers la droite. Certains députés, les Républicains, ont choisi de faire scission avec leur parti. Ils se disent prêts à travailler avec la majorité présidentielle dans l'hémicycle. Ils ont annoncé la création d'un groupe baptisé les Constructifs. Il y a aujourd'hui un certain nombre de députés qui tirent les mêmes conclusions de cette affaire. Il faut réinventer des modèles politiques. Ça passe sans doute par des mutations, par une refondation. Elle est en cours, les Français l'ont souhaité, au fond, tant mieux. Un nouveau coup de tonnerre donc dans le monde politique. En moins d'1 mois, un quart du gouvernement est à changer.
accordé et il sera marqué par une ouverture à droite. En Belgique, des perquisitions sont en cours à Melambeek, d'où serait originaire l'auteur de l'attentat à la gare centrale de Bruxelles. Selon le parquet fédéral, le suspect est un homme âgé de 36 ans, de nationalité marocaine. Il aurait agi seul. La valise contenait bouteilles et des clous de gaz. Regardez. Un corps évacué de la gare centrale de Bruxelles mercredi matin. Celui de l'auteur présumé de l'explosion survenue la veille ici même. On en sait un peu plus aujourd'hui sur les circonstances de l'attaque manquée et sur l'identité de l'assaillant. Selon le parquet, le pire a été évité. Il a saisi sa valise en criant et en provoquant une explosion partielle. L'homme a alors abandonné son bagage en flammes. Le sac a explosé une deuxième fois de façon plus violente. Apparemment, donc, il contenait des clous et des petites bonbons de gaz. L'homme est né le 20 janvier 1981 et est de nationalité marocaine. Il n'est pas connu pour des faits de terrorisme. L'assaillant, abattu par un militaire, ne portait pas de ceinture d'explosifs. Des perquisitions étaient en cours à son domicile à Molenbeek, commune de l'agglomération de Bruxelles. Le Premier ministre belge a salué le sang-froid des forces de l'ordre. Charles Michel, qui n'entend pas céder à la menace terroriste. Ne laissons pas intimider par les terroristes. Nous allons continuer à vivre le plus normalement possible avec la conviction que l'on doit être vigilant, que l'on doit augmenter la capacité des services de sécurité, mais nous voulons défendre nos libertés. Cette attaque fait suite à une série perpétrée en Europe, notamment au Royaume-Uni et en France ces derniers jours. Bruxelles garde aussi en mémoire le double attentat quasi simultané dans l'aéroport et dans le métro en 2016, revendiqué par le groupe État islamique. Aujourd'hui, la Belgique, comme beaucoup de pays, célèbre la fête de la musique. Les autorités se veulent rassurantes quant aux mesures de sécurité, affirmant être préparées. Retrouvez cette édition sur notre site d'information www.tamtamguinée.com. Merci de votre fidélité et au revoir.